Docteur, le parent aliénant est-il la plupart du temps conscient ou inconscient de ce qu'il provoque chez l'enfant? Le parent aliénant, c'est-à-dire, pour parler en langage plus courant, le parent favori, celui qui Oui. bénéficie en quelque sorte d'une exclusivité sur l'enfant, bon, il est conscient de ce qui se passe. Et évidemment, non seulement il est conscient, mais je dirais d'une certaine façon, ça peut faire son affaire. C'est-à-dire que on a beaucoup mis l'accent sur la manipulation des enfants, le lavage de Vous n'aimez cerveau. pas le mot manipulation? J'aime pas tellement ce terme-là. Hum. D'abord parce que c'est trop simpliste et trop réducteur. C'est-à-dire que quand on entend ces enfants, ils sont d'une détermination absolument troublante et depuis leur plus jeune âge. Et si on dit manipuler, ça voudrait dire qu'ils ont perdu tout leur libre arbitre. Alors bien sûr que cette manipulation existe à des degrés divers. Mais de l'inclure dans la définition me pose problème. D'abord, j'aime pas inclure une cause dans une définition, c'est pas rigoureux. Et ensuite, parce qu'il y a des enfants, il faut bien le dire, qui ont cette attitude spontanément. Et ils vont percevoir qu'un des parents a été victime de la séparation et ils vont avoir envie de le soutenir, d'être à leur côté. Et ça va se faire, je préfère le terme d'alliance, vous voyez. Il va se fonder une sorte d'alliance entre un enfant et un parent. Alliance tellement forte qu'elle exclut l'autre parent. Avec une perte de personnalité de l'enfant. Avec en tout cas un effacement des bons Ouais. souvenirs. C'est-à-dire la mémoire est revisitée, je pourrais presque dire reformatée, vous voyez, comme un disque dur qu'on aurait D'accord. effacé. Mais alors dire que c'est entièrement induit par un des parents, moi ça me paraît simpliste. C'est parfois vrai dans les cas extrêmes. Moi je dirais plutôt que ça fait parfois son affaire. Vous voyez un homme qui a été trompé, abandonné par sa femme, etc., puis qui fait corps avec ses enfants, et ben, il a l'impression que, au fond, cette mère, elle n'a que ce qu'elle mérite. Ce que je pourrais vous dire pour expliquer ça, c'est qu'il confond la faute envers lui, envers l'autre conjoint, et la faute envers l'enfant. C'est-à-dire qu'on projette sur les enfants les griefs qui existaient du temps du couple. Voilà à mon avis ce que c'est le noyau dur de l'aliénation. Quand vous réalisez une expertise à la demande d'un JAF, quelle influence va avoir cette expertise sur les décisions du JAF? Alors là, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Le poids de l'expertise est très important en matière d'affaires familiales. J'ai écrit un article qui s'appelle « Quand l'expert s'assoit dans le fauteuil du juge ». Et cet article, justement, montre qu'en matière d'affaires familiales, la mission de l'expert est pratiquement la mission du juge, puisqu'on nous demande l'exercice de l'autorité parentale, est-ce qu'il peut être partagé ou pas, quel est le parent gardien idéalement, comment organiser le droit de visite et d'hébergement, enfin, comment avoir l'hypocrisie de dire que le juge ne va pas tenir compte de nos préconisations. Non, ce que nous écrivons est très important, peut-être même trop, peut-être même que nous empiétons sur la mission du juge. Raison de plus pour écrire avec technicité, d'une façon dépassionnée, en ayant le souci d'objectiver autant que faire se peut. La psychiatrie, c'est pas de la biologie, c'est pas de l'ADN, mais essayez de ne pas donner nos impressions comme ça au feeling. Seulement, il n'y aurait pas une obligation à des expertises contradictoires systématiquement? Alors quand vous dites expertise contradictoire, je pense que vous voulez dire collégiale. C'est très compliqué parce que même si nous étions trois, par exemple, à rédiger, à confronter nos impressions, etc., il faut bien se dire qu'en matière d'affaires familiales, il y aura nécessairement un parent mécontent. Un des deux va avoir l'impression que l'expertise le dessert, ou n'a pas compris, ou est passé à côté de sa vérité. Parce que les deux sont sincères. Souvent, nos interlocuteurs sont sincères tous les deux. Et nous, on va leur renvoyer un éclairage qui va peut-être avoir une influence déterminante dans une décision, et les deux ne peuvent pas se satisfaire de la décision. Ça n'existe pas en affaires familiales, puisqu'ils revendiquent des choses différentes. Quand tout le monde est d'accord, on ne les voit pas, nous. S'ils veulent tous les deux la résidence alternée, on ne les voit pas. S'ils veulent tous les deux que la mère soit le parent gardien, on ne les voit pas. Et donc, on va rendre un avis qui va, statistiquement, déplaire à l'un des deux. Même si nous avons passé 8 jours, même si nous avons été 3 à délibérer. Justement, je voulais vous poser la question, combien de temps en moyenne passez-vous sur une expertise dans ce cadre-là? Oui. Alors, le nombre d'heures passées, c'est une grande question, ça, qui revient souvent. Le nombre d'heures passées par les experts. Si on totalise, moi je procède un petit peu différemment de mes confrères, c'est-à-dire que je fais des grandes sessions d'une demi-journée. Et si on totalise le nombre d'heures d'entretien
d'étude du dossier, de rédaction, on est grosso modo entre 10 et 15 heures pour une expertise de difficulté moyenne. Parfois plus, parfois moins. Mais ce que je vous donne est une fourchette. Donner de l'expertise en 3 quarts d'heure, 1 heure sur un coin de table, c'est du fantasme. Alors, l'expertise en 3 quarts d'heure, 1 heure, moi je ne connais pas, je ne sais pas la faire. Certains la font, mais il faut dire aussi que l'impression qu'on donne est toujours d'avoir été trop vite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, de toute façon, avoir quelqu'un de mécontent qui dit qu'on a passé un temps extraordinaire sur sa situation. Il est toujours décevant de devoir résumer une vie amoureuse, une séparation et un conflit, des difficultés avec des enfants en quelques heures. Que ce soit 3 fois 1 heure ou 1 fois 3 heures d'entretien avec un psychiatre, au fond c'est pareil, il nous a trop peu vus, il a trop peu entendu nos enfants. Tous les juges entendent ça, sur tous les experts, aussi consciencieux soit-on, c'est un sentiment normal, et il faut dire aussi que le coût des expertises en France n'est pas comparable avec ce qu'il représente dans d'autres pays. Donc malheureusement, il y a un facteur économique qui est que le coût est proportionnel au temps. Et si chacun de surcroît venait assister de son expert et de son psychiatre, le coût serait multiplié par 3. Donc inacceptable pour bien des familles. Vous voyez chacun des acteurs. Nous voyons en principe chacun des acteurs, mais pas toujours. Si on nous demande d'entendre les grands-parents, si on nous demande d'entendre l'institutrice ou la nounou, il est bien évident, je serais malhonnête de dire que nous le faisons toujours. Il est rare que nous puissions entendre tout le monde. Le temps serait démultiplié à l'infini, donc on centre notre approche, notre investigation sur les personnages qui nous paraissent être les personnages clés de la situation. Alors il y a cette parution que je pense être un ouvrage de référence, paru aux États-Unis en octobre 2010, sur l'aliénation parentale. Un ouvrage très très pointu, pas destiné au grand public, qui est écrit en anglais exclusivement, et qui comporte 600 références bibliographiques. J'ai l'honneur d'avoir été un des rares contributeurs européens de cet ouvrage, et j'en suis fier. C'est quelque chose qui est destiné à ceux qui sont en train aujourd'hui de travailler sur les classifications psychiatriques de demain. Le but de cet ouvrage est l'inscription de cette pathologie dans les futures classifications prévues pour 2012, donc pour demain. Voilà, je pense que cet ouvrage comptera, que l'objectif soit atteint ou non, mais c'est une somme scientifique de connaissances sur le sujet, et c'est un travail, je dirais presque historique, c'est-à-dire que si on parle de négationnisme, on aura beaucoup de mal, après l'avoir lu, à dire que cette pathologie n'existe pas.